Nous avons avec Gustave joint l'utile à l'agréable en allant faire un saut à Barcelone pour y fêter Noël, où des amis nous avaient gentiment conviés à dîner après une messe à la cathédrale, et je méditais, comme je vous l'ai dit, de profiter de cette occasion pour revenir sur un ensemble de réflexions que m'ont inspiré depuis longtemps mes divers séjours européens, des réflexions à propos de l'autre Europe, je veux dire la vraie, celle des écrivains, des musiciens et des sculpteurs, celle qu'on appelle culturelle et qui est la seule véritable Europe, celle qui affleure partout sur les façades, comme vous le voyez derrière moi, sous les balcons, les monuments aux morts, dans les jardins publics, celle qui révèle son existence bien avant l'apparition du drapeau bleu aux étoiles jaunes, celle qui existait bien avant les Américains, avant que l'Amérique elle-même n'existe, je veux dire les États-Unis, bien avant George Washington et Abraham Lincoln. Il faut rappeler qu'avant d'être un marché commun, comme on disait quand j'avais 10 ans, l'Europe était une culture commune, des références communes puisées dans la Grèce antique et dans le monde romain, jusqu'à Napoléon qui a réveillé ce souvenir. Il faut rappeler que nous autres, les Européens, nous ne sommes pas nés de la dernière pluie, donc tout ce que nous sommes a été forgé par 2000 ans au bas mot d'histoire. L'Europe est une sorte d'énorme récif corallien, à la fois très varié et très homogène, qui épouse physiquement la géographie du continent dans tous ses recoins, qui parsème les vallées, les pics rocheux, les côtes de villages du genre Rocamadour ou Portofino. Mais surtout, on retrouve partout sur le continent les mêmes formes, on reconnaît les mêmes structures, les mêmes arborescences calcaires, pour rester dans la métaphore corallienne. Sauf que chez nous, c'est l'histoire, la sensibilité, la religion, mais aussi la sensualité, la beauté, la représentation des gens et des choses qui se sont mobilisés à travers les âges pour produire des récifs spectaculaires que sont les monuments, les cariatides, les balcons, les frontons, les gargouilles des cathédrales, les pierres sculptées un peu partout, les visages de déesses au sommet des fenêtres, les corps de forgerons qui soutiennent les ponts, même quand les ponts sont devenus métalliques pour porter des locomotives, et évidemment, pendant très longtemps, ce sont les thèmes religieux qui ont servi de prétexte à une certaine débauche assez profane, voire licencieuse, d'anatomie, notamment en Italie. On a gardé longtemps le prétexte religieux en toile de fond, ne serait-ce que pour avoir des commandes. Alors pourquoi vous dis-je tout ça et pourquoi était-ce l'objet de ma péroraison liminaire dans ma cuisine quand nous sommes rentrés vendredi avec Gustave? Eh bien parce que nous avons repris le raisonnement sur les crèches de Noël, là où nous l'avions laissé en partant, afin de l'élargir à tout ce que les siècles nous ont laissé d'autres emblèmes religieux ou d'inspiration religieuse et qui sont disponibles, visibles dans l'espace public, comme les croix, les ex-voto, les statues de la Vierge, et puis après à toutes les représentations, notamment du corps humain voilé ou pas sur les fontaines et sous les balcons. Et on comprend bien que si les gens venus d'autres cultures, comme on dit pudiquement, sans parler de ceux qui dans les municipalités les aident à protester quand on voit une crèche, sont capables d'aller devant un tribunal administratif pour mettre une mairie à l'amende à cause d'une vierge ou d'une croix de pierre, il n'y a aucune raison pour que cette exigence de neutralité religieuse, soi-disant, ne s'applique pas ailleurs à d'autres domaines. Ça a déjà été le cas plusieurs fois pour des croix au détour des chemins, mais que va-t-il se passer quand les défenseurs de la vertu laïque vont s'attaquer aux statues de Saint-Pierre qui ornent le coin des maisons? Eh bien, il va se passer la même chose. On peut craindre le recours à l'action directe, comme Gustave m'a dit que ça se pratiquait déjà en Italie. Il est vrai que chez nous, depuis la Révolution française, nombre de statues explicitement religieuses ont été supprimées ou endommagées, mais en Italie, elles sont omniprésentes et depuis une vingtaine d'années, depuis le début de l'immigration de masse, à Venise, Padoue, Vérone, les cas de dégradation au coin des maisons dans les ruelles sont innombrables et passés sous silence. Où veux-je en venir? Vous demanderez-vous sans doute, comme l'abonné au Monde se l'est demandé d'un ton suspicieux comme d'habitude, au fait que tout simplement, quand le thème archi-rebattu des crèches sera épuisé chez les vertueux de la laïcité, on va s'attaquer peu à peu à ce qui forme le cœur même de la civilisation européenne, à savoir le rapport au corps humain, à la nudité et notamment au corps de la femme dans la sculpture et la peinture. Mais pour la démonstration, et parce que par définition la sculpture est souvent vouée au plein air, au regard public, il est intéressant de se concentrer sur elle pour essayer de montrer à quel point notre civilisation européenne va connaître l'une de ces épreuves les plus radicales et les plus significatives face à ce que j'appelle les forces normatives niveleuses venues des autres continents. Mais si vous me faites l'amitié d'aller voir en zone libre grâce au lien ci-dessous, comme d'habitude, vous verrez que la question mérite un vocabulaire un peu plus vigoureux que je ne peux pas me permettre ici. À tout de suite donc. Merci.